яблони, груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Pour Elisabeth Badinter, le bébé est le meilleur allié de la domination masculine. Voilà un symptôme, un condensé de féminisme bourgeois, une négation radicale de ce qu'a été le féminisme réel, prolétarien, depuis le XIXe siècle. La question de la maternité fut en effet la source, le prétexte biologique de toutes les discriminations sociales entre travailleuses et travailleurs, en même temps que celle des droits démocratiques et notamment du droit de vote. Cette question fut donc aussi au centre des premières luttes féministes contre le patronat. Pour le féminisme bourgeois, il est plus facile et moins coûteux pour le patron de nier la maternité que de revendiquer des droits pour l'égalité homme-femme tout en la protégeant. L'Union soviétique, qui fut à l'avant-garde des conquêtes sociales, et notamment sur les questions des droits des femmes, instaura au contraire un droit constitutionnel à la maternité, à côté de tous les autres droits pour les travailleurs, insistant sur la fonction sociale de la maternité et sur la nécessité de la protéger. L'Union soviétique établit le congé de maternité à 1 an, payé 100% du salaire et prolongeable jusqu'à 3 ans avec maintien du poste et prise en compte des évolutions de carrière. Des salles d'allaitement étaient prévues dans toutes les usines et sur tous les lieux de travail. Des crèches gratuites existaient partout sur le territoire pour accueillir tous les enfants soviétiques. Ces droits s'ajoutaient à bien d'autres depuis la révolution bolchevique d'octobre 1917. Égalité salariale stricte entre les femmes et les hommes, sécurité matérielle en matière conjugale et de divorce, droit de vote et d'éligibilité dans toutes les instances, ce qui porta rapidement l'ensemble des soviets de l'URSS à une quasi-parité homme-femme. L'historien Georges Saint-Georges écrit en 1973 dans Femmes soviétiques: le 28 novembre 1917, le principe de l'égalité complète des sexes sur tous les plans, économiques, juridiques, politiques, sexuels et même biologiques, fut proclamé dans un vaste territoire couvrant 1/6 de la surface du globe et peuplé par quelques 130 groupes ethniques appartenant à plus d'une vingtaine de traditions culturelles et religieuses différentes. Jamais ce problème n'avait été attaqué sur un aussi large front et avec une telle détermination. Tous les féministes honnêtes peuvent être encouragés par l'histoire de la femme soviétique. Quand les féministes bourgeoises, avec Elisabeth Badinter, prétendent affirmer l'égalité homme-femme par la négation absurde de ce qui les distingue, elles ne servent que les droits des femmes parvenues à des hauts postes et pour qui la grossesse est sans conséquence pour la vie professionnelle. Les femmes travailleuses, au contraire, ne peuvent s'y retrouver. Certaines abandonnent le terrain des luttes sans connaître les conquêtes du véritable féminisme, le féminisme prolétarien. La lutte pour l'allongement du congé maternité dans le droit ne peut être garantie qu'en la couplant avec la lutte contre l'exploitation patronale, faute de quoi elle s'ouvre elle-même sur plus de discrimination à l'embauche. Clara Zetkin affirmait, pour distinguer clairement ce qui oppose le vrai féminisme prolétarien au féminisme bourgeois: tout féminisme qui se prétend au-dessus, au-delà de la lutte de classe n'est qu'un féminisme de parole et ne sert qu'à la défaite des travailleuses.